Bonsoir les amis, très heureux de vous retrouver comme tous les vendredis soirs, notre petit rendez-vous du confinement, à défaut d'autre chose, et surtout que ça semble pas se terminer. En tout cas, très heureux de vous retrouver, à la fois pour faire un petit point avec vous de l'évolution des chiffres, en tout cas ici sur le département et plus particulièrement à Colmar, mais également pour répondre à vos questions. Un certain nombre de questions ont déjà été posées, je vais y répondre, mais n'hésitez pas comme ça en direct, évidemment, s'il y a des questions qui vous viennent, ou des réflexions, ou des remarques, de les faire de façon à ce qu'on puisse avoir cet échange interactif que j'affectionne particulièrement et qui nous permet de maintenir le contact. Alors, vous voyez, bien sûr, je le maintiens au fur et à mesure, puisque toutes les semaines, vous le voyez, je l'espère, sur ma page ou sur mon profil, je publie un compte-rendu hebdomadaire de mon activité de député, des propositions que j'ai faites, des textes que j'ai votés ou pas votés, de l'activité que j'ai eue. Si vous ne le voyez pas apparaître d'ailleurs dans votre fil d'actualité, n'hésitez pas à aller sur la page ou sur mon profil. Chaque semaine, le samedi matin en général, avant midi, je publie le compte-rendu annuel de ma semaine de parlementaire et de ma présence ici sur le terrain en circonscription parce que généralement je quitte Colmar le lundi soir ou le mardi matin très tôt pour me rendre à Paris où se déroulent les différentes réunions évidemment, et en fonction de l'actualité je rentre habituellement le jeudi en fin de matinée ou le mercredi soir ou parfois plus tard, c'est bien entendu en fonction de l'activité, pour revenir ici à Colmar, respirer l'air de la circonscription. Ça me manque beaucoup et vous me manquez. Et aussi pour essayer de vous croiser, même si, voilà, aujourd'hui, on ne peut pas le faire parce qu'il y a très peu de manifestations, il n'y en a quasiment pas, confinement oblige. Mais vous avez vu aussi, j'essaie de mettre en place chaque semaine, il y en aura, la prochaine, ça sera d'ailleurs lundi prochain, de 8h30 à 9h30, des rendez-vous téléphoniques, puisque je ne peux pas vous recevoir sous forme de permanence ici dans mon local, mais vous pouvez m'appeler, on peut convenir de rendez-vous téléphoniques, ça fonctionne plutôt bien. Si vous avez des questions plus privées qui ne regardent personne, puisque là, évidemment, quand vous posez des questions sur Facebook, c'est général. Quand c'est au téléphone, c'est entre vous et moi, donc ça peut aussi servir à résoudre certains problèmes. Donc n'hésitez pas à me téléphoner. Le numéro de mon local, je le rappelle régulièrement, je le rappelle encore ce soir, c'est le 03 68 610 605 610 pardon, 03 68 605 610. N'hésitez pas à m'appeler, à prendre des rendez-vous, et si on ne peut pas se voir, on le fait au téléphone. Si ça permet de faire avancer les points qui vous tiennent à cœur, eh bien moi, voilà, ça fait partie du rôle que je souhaite pouvoir jouer. Je l'ai dit, être un facilitateur, trouver des solutions, même si bien entendu, c'est pas toujours faisable, malheureusement. Cette semaine, voilà, je suis parti dimanche soir dernier. J'étais l'orateur du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale en début de semaine, lundi matin, au perchoir. C'était, je le dis, assez émouvant pour moi de me retrouver comme ça au perchoir devant l'Assemblée. Et je m'exprimais notamment sur le projet de loi de finances. J'ai mis le compte rendu d'ailleurs dans les publications du début de la semaine, où je regrettais plusieurs choses parce que je disais que à la fois on voit bien, on redécouvre l'intérêt des frontières, à la fois pour nous protéger par rapport à la diffusion et à la diffusion du Covid, mais également pour protéger nos frontières par rapport à la lutte contre le terrorisme, contre les actes de barbarie dont on fait malheureusement dont on est les victimes. On redécouvre l'intérêt des frontières. Le président de la République lui-même a dit qu'il fallait renforcer les frontières, et je découvrais la semaine dernière dans le projet de loi de finances déposé par le gouvernement, eh bien qu'on va réduire le nombre de douaniers, on va réduire, donc je trouvais ça complètement antinomique, et donc je suis intervenu pour dire que c'était pas souhaitable et qu'au contraire il fallait renforcer notre présence aux frontières de la France, mais également et surtout d'ailleurs aux frontières européennes, à la fois pour le Covid et pour la situation de terrorisme. De même, et ça concerne plutôt les petites communes, mais elles sont nombreuses dans la circonscription, on a bien vu qu'au fur et à mesure, l'État réduisait la présence des trésoreries.
Et c'est important, les trésoreries, parce que ça permettait aussi aux particuliers de se rendre dans sa commune sans être obligé d'aller forcément à Colmar quand on n'habite pas à Colmar. Et je suis également intervenu pour regretter cette évolution et pour demander à ce que, eh bien, on cesse de réduire ici ou là dans les communes le rôle de l'État, parce que souvent ces liens-là permettent aux communes d'exister et évitent la désertification du monde rural qui est également un fléau dans notre pays, parce qu'il n'y a pas que les grandes métropoles, il n'y a pas que les villes moyennes, il y a aussi nos communes, et vous le savez, c'est quelque chose auquel je suis particulièrement attaché. Et puis la semaine prochaine, mais on aura l'occasion d'en reparler, passera devant l'Assemblée une proposition de loi, émanant de députés du groupe majoritaire, du groupe En Marche, sur la sécurité globale et plus particulièrement sur les pouvoirs de la police municipale. J'ai travaillé ces derniers jours d'arrache-pied pour proposer un certain nombre d'amendements que je défendrai en séance la semaine prochaine à l'Assemblée pour faire évoluer les choses. J'aurai l'occasion d'y revenir, mais ce sont des sujets très concrets, passionnants, où quand on prend la peine d'agir, eh bien, on a le moyen d'améliorer les choses, en tout cas en fonction de ses convictions, en fonction de mes convictions, et je partage ça avec plaisir avec vous. Alors je reviens sur le point sanitaire que j'ai eu l'occasion de faire tout à l'heure en téléconférence avec le préfet du Haut-Rhin, qui, je dois le dire d'ailleurs, est particulièrement attentif et particulièrement réactif aussi et bienveillant. Je sais qu'il fait d'ailleurs des tournées auprès des commerçants colmariens. C'est vraiment un préfet de terrain et voilà, quand les choses ne fonctionnent pas, on le dit, mais quand les choses fonctionnent, on le dit aussi. Et je n'hésite pas à le dire. Alors, on a noté dans cette réunion les services du préfet, l'ARS, l'Agence régionale de santé en l'occurrence, a noté une amélioration des principaux indicateurs depuis 3 jours ici dans le département du Haut-Rhin. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça montre aussi que le confinement, même si ici ou là on a l'impression qu'il n'est pas trop respecté, eh bien, produit des effets. Et tant mieux, hein. Encore une fois, j'ai dit ce que j'en pensais ces dernières semaines. J'ai contesté un certain nombre de choses, mais là encore, si les choses s'améliorent, il faut le dire et il faut s'en féliciter, bien entendu. Le retour de terrain de la part des hôpitaux et également des laboratoires, des services d'urgence sont plutôt rassurants et la situation dans notre département demeure totalement maîtrisée. On est loin, et tant mieux d'ailleurs, de la situation dans laquelle on se trouvait lors du premier confinement, ici particulièrement dans le Haut-Rhin. Alors il y a d'autres départements en France qui sont maintenant en situation difficile, mais chez nous, les choses sont plutôt maîtrisées, donc tant mieux, avec des améliorations. Malgré tout, il faut prendre les choses avec recul, parce qu'on est plutôt, pas forcément encore dans une baisse, mais dans une espèce de plateau. Voilà, on a atteint un maximum pour l'instant, et plutôt une stagnation des chiffres, donc on espère qu'ils vont vraiment commencer à diminuer dans les prochains jours. Puisque néanmoins les chiffres d'hospitalisation, même si je disais tout à l'heure les choses sont plutôt sous contrôle et qu'on n'est pas encore débordé, néanmoins les hospitalisations, elles, sont en progression constante, y compris ici dans le Haut-Rhin. Donc il faut également garder ça en tête. Le nombre de cas positifs a augmenté de 8% au courant de la semaine. Et c'est pas lié à une augmentation des tests, au contraire, parce que les cas positifs progressent de 8% et les tests, il y a eu moins de tests, 21% de tests en moins. Donc vous voyez, même si je dis que la situation ici ou là, il y a quelques motifs de satisfaction, elle reste néanmoins tout à fait préoccupante. En revanche, pour le taux d'incidence et le nombre de nouveaux cas, là, depuis 4-5 jours, on est plutôt sur une situation de stagnation, donc ça n'augmente plus. Et c'est là où se situe, comme je le disais tout à l'heure, la bonne nouvelle. Et puis, il faut dire aussi que les capacités de réanimation ont été augmentées. Mais quand on nous dit ça, on peut se dire c'est bien, ça l'est, mais c'est aussi parce qu'un certain nombre d'opérations ont été déprogrammées. Et ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle parce que en France, hein, comme ailleurs, on peut mourir d'autre chose que du Covid, et que de la Covid. Il y a malheureusement les gens qui ont un cancer et ça diminue pas. Il y a des gens qui ont d'autres besoins d'opération et il faut aussi penser à ces cas-là parce qu'on a tendance un petit peu à les mettre un petit peu de côté
Or, ces cas-là existent, c'est des personnes qui souffrent, qui sont en difficulté, et je pense qu'on n'en parle pas suffisamment, et on parle essentiellement de l'actualité, c'est-à-dire de la Covid, mais ça n'efface pas le reste. Je rappelle, comme je l'avais laissé entendre la semaine dernière, que des mesures réglementaires ont été prises par le préfet du Haut-Rhin, avec notamment l'obligation du port du masque désormais à proximité à la fois des établissements scolaires. C'est une obligation. On sait que pour les élèves c'est une obligation, mais pour les parents qui vont chercher leurs enfants et qui se situent dans un périmètre de 50 mètres, c'est une obligation également. Ou quand on est à 50 mètres d'une activité économique qui fonctionne, là il y a une obligation de porter le masque. Toujours sur l'actualité, certains d'entre vous l'ont entendu, il y a eu un incident qui a dans un premier temps fait peur au lycée Bartholdi ce matin avec une détonation. Ça a provoqué, ce qui est normal, voilà, énormément d'interventions, même très rapides, et ça il faut aussi le souligner, des forces de l'ordre et des forces de l'armée, le dispositif Sentinelle. Bon, d'après les dernières informations qui semblent être quasiment définitives, c'était un pétard, quelqu'un qui s'est amusé sans doute. C'est une très très mauvaise plaisanterie bien sûr, et j'espère qu'ils trouveront l'auteur pour le sanctionner, parce qu'évidemment ça n'est pas acceptable et ça génère tout de suite des angoisses et des réactions qui aujourd'hui dont on peut largement se passer. Alors maintenant je vais prendre au fur et à mesure les questions qui m'ont été posées, n'hésitez pas à en rajouter au fur et à mesure de notre discussion. Je lis la première question. Leclerc d'Orbourvire a fait une campagne de promotion en distribuant des bons d'achat uniquement valables le 11 novembre dernier. Sur quelques centaines de places, toutes étaient occupées. Combien de centaines de personnes se sont croisées dans ce magasin? D'un côté, on ferme les petits commerces jugés non essentiels, de l'autre, on les ouvre avec en plus le renfort de campagne promotionnelle. Et donc la question qu'on me pose, c'est est-ce que les campagnes promotionnelles sont encore permises? Alors, c'est vrai que j'étais moi-même surpris, de cette campagne, et je continue à contester le fait que en France, on maintient la fermeture des commerces dits non essentiels. Et c'est quoi non essentiel, hein? C'est quand même incroyable que ce soit un gouvernement qui nous dise bah tiens, ça c'est un produit essentiel et ça l'est pas. C'est la première anomalie. Ensuite, pour moi, je continue à dire que c'est pas plus dangereux d'aller dans un petit commerce qui respecte la norme sanitaire, où on ne peut pas rentrer à plus que 1, 2 ou 3 personnes selon la surface, mais qu'on peut se retrouver à plusieurs dizaines dans une grande surface, où on peut acheter voilà, un paquet de cigarettes parce qu'un buraliste est ouvert, mais on ne peut pas aller acheter un livre, où on peut aller dans son pressing déposer un vêtement, mais on ne peut pas aller en acheter un dans un magasin. Voilà, on ne peut pas aller. Les coiffeurs sont mécontents aussi. Et à l'approche des fêtes, voilà, on sait bien, c'est une activité importante. Les esthéticiennes, évidemment, on espérait tous hier que le Premier ministre annonce un assouplissement. Il n'en est rien. Il a dit peut-être à partir du 1er décembre, et encore, ça ne concerne ni les bars, ni les restaurants. Toutes ces activités-là qui ont été ouvertes depuis le déconfinement n'ont posé aucun problème, donc je continue à contester cela. Vous le savez que j'ai déposé une proposition de loi qui, je l'espère, sera rapidement examinée par l'Assemblée nationale et au final, je l'espère, votée. Malheureusement, je vois bien l'attitude de la majorité qui refuse toute évolution sur le sujet. Je le regrette. Alors évidemment, il y a des aides, et j'ai des questions sur les aides, je vais en parler, mais les commerçants, ils veulent pas vivre d'aide, ils veulent travailler. Ils veulent qu'on les laisse travailler en respectant les normes sanitaires. Parce que j'entends bien le débat. On nous fait croire que parce qu'on ouvrirait les commerces, ça diffuserait le plus le virus. Ce qui voudrait dire que ce sont les petits commerces qui sont responsables de la diffusion du virus. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et encore une fois, c'est moins dangereux d'être seul dans un commerce parce qu'on n'a pas le droit de rentrer à plus qu'une ou deux personnes selon la surface, que se retrouver nombreux dans les grandes surfaces à toucher le même caddie, etc. Donc je trouve que le débat est biaisé. Les choses sont
pas bien prise et je le regrette et je comprends et vraiment je pense très fort à toutes celles et tous ceux qui sont obligés de maintenir leurs activités fermées. Mais je pense aussi aux bars, aux restaurants, à tous les autres parce que c'est une période évidemment extrêmement difficile. Certains ont fait des stocks en prévision de Noël, d'autres savent que leur chiffre d'affaires le plus important de l'année c'est justement en fin d'année. Et je comprends les angoisses des celles et ceux qui vivent de cela, qui ont besoin de ça pour vivre, qui se sont battus toute leur vie pour avoir un commerce qui fonctionne et qui aujourd'hui sont mis en difficulté. C'est vraiment une situation très anxiogène et très difficile. Alors j'ai une question concernant les chiffres d'hospitalisation. J'en parlais tout à l'heure. Les chiffres d'hospitalisation dans le Haut-Rhin, je pense. Non, globalement, sur toute la France. En tout cas, voilà, les chiffres d'hospitalisation dans toute la France, c'est 32 683 hospitalisations, c'est 2366 nouvelles hospitalisations. C'est les chiffres qu'on trouve sur le site gouvernemental, qui témoignent quand même, bien sûr, d'une forte évolution, y compris chez nous, mais nous, on a encore des réserves importantes, et comme par ailleurs l'augmentation se stabilise, on a plutôt de quoi être rassuré de ce point de vue-là. Est-ce normal que l'accès pour effectuer sa demande pour le fonds de solidarité au titre des pertes d'octobre ne soit toujours pas ouvert par la Direction générale des finances, la DGFiP? Alors, je me suis renseigné là-dessus et l'ouverture des aides se fera là la semaine prochaine, à partir du 20 novembre. Et je suis intervenu également auprès du préfet cet après-midi pour demander à ce que ces aides soient versées le plus rapidement possible. Pendant la première phase du confinement, il y avait une automaticité, c'était sous 48 heures. Je pense et j'espère qu'à partir du 20 novembre, cette rapidité sera à nouveau la même. Et sous 48 heures, une fois que les aides sont ouvertes, à partir du 20 novembre, les aides pourront être versées. Parce que je comprends bien qu'un certain nombre d'entre vous ont besoin de ça par rapport à leur trésorerie, pour ceux qui sont partiellement ouverts, et tout simplement pour vivre pour ceux qui sont fermés. Est-ce que pouvez-vous influencer pour qu'il y ait plus de contrôle de force de l'ordre pour garder une évolution stable? Parce que trop de gens profitent et se retrouvent à l'extérieur, donc ne respectent pas le confinement. C'est sûr que plus nous respecterons les règles du confinement, même si on les trouve injustes, et encore une fois j'ai dit ce que j'en pensais, même si on les trouve excessives, ça c'est un autre débat. Néanmoins, on le voit bien d'ailleurs, et les chiffres nationaux le prouvent, et les chiffres locaux également, le confinement permet quand même de casser la progression. Ça veut dire que ça fonctionne. Donc plus on respectera le confinement, plus vite on pourra en sortir. Et ça c'est une réalité aussi, il faut en être conscient. Malheureusement, on le constate tous au quotidien. Il y a un certain nombre de contrevenants. Alors, le ministre de l'Intérieur, il y a 2 jours, a demandé à ce que les contrôles soient plus sévères. J'avoue que ça s'est vu. Moi, je l'ai vu quand je suis rentré de Paris. J'avais jusqu'à présent vu aucun contrôle, et là, j'en ai vu un certain nombre. Je pense que chez nous aussi, dans les lieux importants, il y a des contrôles. Voilà. Mais encore une fois, ça pose aussi le problème de la responsabilité personnelle. Bien sûr qu'il faut des contrôles, il faut ici ou là les augmenter, mais à nous aussi d'être responsables, à nous de faire attention à nous et aux autres, parce que c'est ensemble qu'on arrivera aussi, au-delà de toutes les réponses qu'on peut avoir par ailleurs, c'est ensemble aussi, c'est dans nos mains, à nous d'être solidaires, à nous d'être raisonnables pour sortir le plus rapidement possible de cette situation, en espérant un vaccin. Ça semble se profiler d'ailleurs, le vaccin à l'horizon, et c'est plutôt une bonne nouvelle, mais en attendant, voilà, il faut être raisonnable. Et je ne vois plus les questions puisque l'écran que j'avais est noir. Donc je ne vois plus les questions. Si on veut bien me les donner. Voilà, des fois la technique, le papier est parfois mieux que l'écran. J'avais également une question sur... j'habite à Colmar, mais ma maison d'origine de mes parents est à Fouchy, dans le Bas-Rhin, donc à 50 km. Je suis infirmière et pour me reposer et récupérer, je serais bien mieux là-bas que dans mon appartement en ville. Est-ce qu'il est possible de faire quelque chose?
Voilà la question qui m'a été transmise. Alors, vous pouvez choisir d'être confiné dans un endroit ou un autre, surtout si c'est la maison d'origine de vos parents, plutôt dans votre appartement, mais il faut faire un choix. Et ce choix, une fois qu'il est fait, il est définitif. Vous ne pouvez pas passer comme ça d'un endroit à l'autre. Voilà, la technique remarche. On ne sait pas le micro, le son la semaine dernière, c'est l'ordinateur qui monte les questions. Maintenant, les deux fonctionnent, donc ça va très bien. Est-ce que les commerces de l'artisanat pourront réouvrir avant le 1er décembre? C'est une question qui m'a été posée. Le Premier ministre a été très clair hier soir. Hein. Les commerces, les activités qui sont aujourd'hui fermées ne pourront pas réouvrir avant le 1er décembre. Et encore le 1er décembre, à condition que la situation se soit améliorée, d'où l'intérêt justement de respecter le mieux possible et le plus possible le confinement. Une remarque aussi, quelqu'un me dit que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux que la région Grand Est allait payer les loyers des petits commerçants habitant dans la région Grand Est. Est-ce que c'est vrai? Alors oui, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. La région avait mis en place, la région d'ailleurs avec les collectivités locales, les départements et les intercommunalités, ce qu'on appelle intercommunalité, pour Colmar c'est Colmar Agglomération, donc le regroupement de différentes communes. La région avait mis en place, donc en collaboration avec ces collectivités-là, un fonds résistance destiné aux entreprises et qui a été élargi d'ailleurs aux associations. Et ce fonds résistance, c'était quoi? C'était quand une entreprise demandait un PGE, donc une aide garantie par l'État, mais ne l'obtenait pas. Le fonds résistance intervenait en dernier recours, c'est-à-dire pour ceux qui n'avaient pas obtenu le soutien escompté du PGE, eh bien, ils pouvaient obtenir un soutien du fonds de résistance. Ça, c'est ce qui fonctionnait lors du premier confinement et ce qui a continué à fonctionner et ce qui fonctionne à nouveau aujourd'hui. Mais la région vient de compléter son dispositif par deux nouvelles annonces. Un, effectivement, la prise en charge des loyers des petits commerçants sur la période de fermeture administrative, donc du 1er novembre de cette année au 31 janvier 2021. Donc ça c'est le cas, il faudra faire les demandes auprès du fonds résistance sur la plateforme de la région. Et si vous avez des soucis, n'hésitez pas à revenir vers moi, je vous expliquerai comment on fait. Et cette aide va concerner les entreprises de moins de 5 salariés qui présentent un chiffre d'affaires annuel de moins de 350 000 euros. En ce qui concerne les bars, il y a également une opération qui a été annoncée par la région, une opération Café Solidaire, qui sera lancée le 25 novembre prochain, qui permettra, et ça, mais c'est pas tout à fait pareil, hein, vraiment le paiement des loyers, c'est une bonne mesure. Je suis intervenu aussi, vous le verrez d'ailleurs dans le compte-rendu de la semaine, parce que le gouvernement avait prévu dans un premier temps de permettre aux propriétaires qui ne faisaient pas payer leur loyer aux locataires pendant la période de fermeture du commerce ou d'activité moindre, de bénéficier d'une réduction fiscale à hauteur de 30%. Le ministre de l'économie vient de porter cette réduction à 50% pour la rendre un peu plus incitative. Et moi, je pense qu'elle n'est toujours pas assez incitative parce qu'on le voit bien, le paiement du loyer, qui sont des frais fixes, sont vraiment une charge extrêmement difficile à supporter pour les commerces qui sont fermés, évidemment, mais même pour ceux qui sont ouverts et qui ont peu d'activité, c'est vraiment le point difficile. Je ne pense pas que le chiffre de 50% proposé par le ministre soit suffisamment incitatif. Puis il faut aussi savoir qu'il y a certains propriétaires qui ont besoin de toucher les loyers parce que c'est souvent le fruit de leur travail qui leur a permis d'acheter des locaux qu'ils louent et cette location leur permet de vivre aussi. Hein. Donc il faut voir les deux côtés, les commerçants qui sont gênés parce qu'ils n'ont pas d'activité pour payer le loyer, mais également les propriétaires qui en vivent et qui souvent c'est le fruit de leur travail à eux aussi. Hein. Donc moi je proposais la création, mais j'ai écrit au ministre sur le sujet, vous le verrez dans mon compte rendu, la création d'un fonds de garantie qui réglerait à la fois le problème des commerçants, mais également le problème des professionnels, des propriétaires. Et puis donc je parlais du dispositif les bars à café sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, qui sera une espèce d'appel aux dons de la population pour revenir en aide
à leurs établissements, à nos établissements de convivialité préférés. Où se restaurent les députés, sénateurs, ministres pendant les séances alors que tous les restaurants sont fermés? Y aurait-il des exceptions? Bah oui, notre activité, elle continue. Comme un certain nombre d'entre vous, vous continuez à travailler. Nous aussi. Je me rends à Paris toutes les semaines, à l'Assemblée. J'y suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, parfois cette semaine, j'étais de lundi à jeudi. À mercredi, pardon, à mardi soir, puisqu'il y avait un jour férié, mais voilà, je suis une partie de la semaine. Alors, évidemment, il faut bien qu'on puisse se restaurer. Hein. On ne va pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Et ce n'est pas les dossiers qui nous donnent à manger. Donc, voilà, les restaurants, pour nous permettre de travailler, sont ouverts et exclusivement réservés à ceux qui travaillent. C'est-à-dire, voilà, avant, dans les restaurants, on pouvait parfois inviter des gens extérieurs ou des gens qui viennent visiter. C'est plus le cas, mais évidemment, pour qu'on puisse se restaurer, il faut bien qu'il y ait une solution. Est-ce qu'il y aura une vente de sapins à Colmar au Champ de Mars? Alors ça, c'est un décret, et on l'attendait beaucoup, il y en a beaucoup intervenu là-dessus. La question de la vente des sapins de Noël, voilà, ça reste quand même un symbole extrêmement important auquel on est très attaché, légitimement très attaché. Alors on a bien compris que malheureusement Noël cette année ne pourra pas se dérouler comme les autres années, mais au moins qu'on nous laisse un certain nombre de symboles, même si dans certaines communes, petit clin d'œil, vous avez vu à Bordeaux, j'ai encore vu un reportage aujourd'hui, voilà, ils ont supprimé, il y avait un magnifique sapin devant la mairie de Bordeaux qui existait depuis très longtemps, qui faisait partie voilà, des joyaux, et encore une fois c'est un symbole. Dans un pays où de plus en plus on nous enlève nos racines, nos valeurs, il faut qu'on conserve au contraire un certain nombre de marqueurs qui sont des marqueurs de notre civilisation, qui sont dans notre ADN. Et ben bon, à Bordeaux, ils ont décidé pour des raisons idéologiques, la nouvelle mairie écologiste de supprimer ce sapin, je le regrette. Maintenant, on a sur un plan différent, on a obtenu le maintien, enfin le gouvernement va prendre un décret. À partir du 20 novembre, la vente de sapins pourra se faire sur le domaine public. Donc j'imagine que, comme chaque année, les ventes de sapins auront lieu dans la contre-allée du Champ de Mars. Et c'est très bien ainsi. Que pensez-vous du masque obligatoire pour les enfants de moins de 11 ans à l'école? Hier soir, un médecin disait que c'est dangereux pour le développement des enfants. Bon, vous savez, moi j'en ai un peu... Enfin, les uns et les autres, on regarde peut-être parfois un peu trop les chaînes d'infos continues. Et parce que les informations nous rentrent dans le crâne en permanence. Et pour les faire vivre, ces chaînes d'infos, bah, ils invitent sans arrêt des spécialistes, en tout genre. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que voilà, il y a autant d'avis que de spécialistes. Alors lequel a raison, lequel a tort? Moi j'avoue que je ne suis pas un spécialiste, donc je n'ai pas la compétence ni la capacité pour le dire. Mais j'observe quand même que les uns et les autres ne sont jamais capables d'être d'accord ensemble et qu'il y en a peut-être un peu ras-le-bol de faire appel comme ça tout le temps des personnes extérieures parce que bah, on tombe dessus, on y croit, on tombe sur autre chose, on croit autre chose. Ça devient presque insupportable. Et donc j'en sais rien, honnêtement j'en sais rien. N'empêche que, on le voit bien, le masque évite la diffusion de postillons. On sait bien que les postillons c'est dangereux parce que ça véhicule le Covid. C'est pareil pour les autres gestes barrières, se laver les mains, faire attention. Encore une fois, si on fait tous attention à ces gestes-là, si on est tous conscients de cela, on devrait pouvoir s'en sortir. Et moi c'est ce que je retiens plutôt. Que pensez-vous des gens qui sont anti-vaccins? Voilà, là encore c'est très français, parce qu'il y a des pays qui renaclent jamais et qui sont très heureux de voir le vaccin. Et maintenant, nous, qu'on nous annonce peut-être assez rapidement, enfin rapidement au courant du premier trimestre, plutôt fin du premier trimestre de l'année prochaine, si les tests sont confirmés, qu'on nous annonce plutôt une bonne nouvelle qu'il va y avoir un vaccin qui nous permettrait de sortir de cette situation, eh ben, je vois les réactions, ah non, c'est pas bien, non, pas moi, ah c'est dangereux, voilà, on n'en finira jamais. Si le vaccin est s'il est sûr, et de toute façon il ne sera pas commercialisé avant d'avoir été testé et d'avoir été sûr, à partir du moment où le vaccin existe, franchement, on aurait tort de ne pas l'utiliser, parce que sinon, ben, voilà, il faudra vivre avec ce virus, et encore une fois, pour l'économie, pour notre santé, pour notre vie,
C'est juste impossible. Donc réjouissons-nous qu'un vaccin puisse voir le jour et réjouissons-nous qu'il soit fiable et qu'on puisse l'utiliser. Moi je ne suis pas non plus un fan des vaccins parce qu'on nous inocule un certain nombre de choses. Mais encore une fois, je pense que ce serait plutôt vraiment une très très bonne nouvelle qu'on puisse en trouver un. Que pensez-vous demander aux assurances Qu'en pensez-vous de demander aux assurances de dédommager les commerçants en déclarant le Covid catastrophe naturelle? Alors, c'est vrai que ça pourrait être séduisant. Mais si ça devait être le cas, je pense que vu les montants et les nombres de personnes que ça concerne, à mon avis, les assurances, elles auraient vite fait de mettre la clé sur la porte. Elles ne supporteraient pas financièrement cette situation-là. Et du coup, ça ne résoudrait pas le problème. C'est pas la voie qu'on a suivie. Aujourd'hui, pour passer le cap, il y a les dispositifs gouvernementaux, on en parlait tout à l'heure, les aides aux entreprises, qui représentent quand même de nombreux milliards d'euros et qui sont là pour nous aider. Alors, c'est vrai que ça coûte des milliards et des milliards. Si les assurances les prenaient en charge avec cette notion de catastrophe naturelle, c'est les assurances qui paieraient, mais les assurances elles-mêmes seraient en difficulté, et du coup l'État devrait les sauver avec le même argent. Donc je ne suis pas sûr que ça change véritablement les choses. Seriez-vous enclin à faire un Zoom très prochainement pour échanger avec les personnes de votre circonscription afin de proposer des solutions à rapporter à la chambre basse pour aider au mieux nos commerçants et nos personnes isolées lors des fêtes de fin d'année? Oui, tout à fait, mais sachez que je le fais parce que tous les lundis à 14 h, ça fait 2 lundis depuis le début du confinement et encore lundi prochain, ça sera le 3e, eh bien j'organise un Zoom avec la chambre de commerce, la chambre des métiers, le représentant des commerçants, le représentant des entreprises, de la CPME, du MEDEF, tout le monde économique est invité. On se retrouve pendant 1 heure, on échange, ils me feront remonter des informations, je leur fais remonter d'autres informations, ça fonctionne. Donc ça fonctionne déjà. Mais si vous avez d'autres propositions à faire, n'hésitez pas à les faire sur ma page, elles sont les bienvenues. Plus voilà, il y a de richesse que de diversité. Plus on est nombreux à essayer de trouver des solutions et à réfléchir ensemble, eh bien, mieux ça se passe. Et plus on trouve des solutions surtout. Et sachez aussi, et ça je m'y étais engagé, de créer un conseil citoyen. Alors évidemment, aujourd'hui, ça fait 6 semaines que je suis élu, donc je ne peux pas tout faire en même temps, mais je suis en train d'y travailler, on a pratiquement finalisé les choses. J'ai envoyé d'ailleurs des courriers à un certain nombre de professionnels pour qu'ils me désigne des représentants. Je créerai le conseil citoyen parce que justement, et c'est ce que voulait d'ailleurs indiquer votre question, et vous avez tout à fait raison, moi j'ai pas la science infuse, je ne suis pas un spécialiste de tous les sujets dans tous les domaines, et j'ai pas toujours raison, j'ai pas toujours tort non plus, mais j'ai besoin de me nourrir de l'expérience, de la connaissance des uns et des autres. Et vous avez raison, dans ce pays, trop souvent les choses viennent d'en haut et redescendent, et alors que souvent le bon sens et les bonnes expériences, les réussites, les belles réussites viennent d'en bas. Donc faisons l'inverse et faisons aussi remonter du bas vers le haut. Et je créerai ce conseil citoyen justement pour que les citoyens, les concitoyens de la circonscription puissent m'alimenter de leurs expériences, de leurs connaissances et enrichir mon travail de député. Donc je partage tout à fait ce point de vue. Je le pratique, mais je vais encore plus le pratiquer. Question, qui va payer toutes ces aides? Oui, vous le voyez bien, toutes ces aides, elles viennent augmenter la dette, qui était déjà très forte en France, et qui était déjà très lourde. Et voilà, il faut bien le dire, malheureusement, ce sera nos enfants, nos petits-enfants qui seront amenés sans doute au fur et à mesure à payer cette dette. Donc ça, c'est un vrai risque, une vraie crainte, et un vrai sujet. Qui est la résultante de nombreuses années, parce que ce n'est pas que la situation actuelle. Vous savez bien que la France est très très endettée depuis maintenant de nombreuses années. On n'a plus de budget à l'équilibre en France depuis 1974. Donc vous voyez qu'à chaque fois qu'il y avait un déficit du budget, ça venait alimenter la dette qui aujourd'hui représente des sommes folles. Et encore, il faut savoir de quelle dette on parle. Parce que quand on s'endette pour investir, c'est comme un ménage, un ménage qui s'endette pour acheter une maison, un appartement, bon, là,
à la limite, c'est de la bonne dette, parce que on crée du patrimoine. Mais aujourd'hui, l'État, il s'endette pour payer son train de vie quotidien. C'est comme si vous étiez obligé de vous endetter pour aller acheter du lait, des œufs, du poisson, de la viande. Donc c'est bien le problème de la France aujourd'hui, et c'est un vrai souci qui a encore augmenté avec la situation actuelle. Mais en même temps, ce que j'ai envie de dire, c'est que si l'effort aujourd'hui à coups de milliards n'était pas fait, et que les entreprises, certaines malheureusement, ne vont pas passer le cap, vont mourir, ce qui générera du chômage, mais s'il n'y avait pas ces soutiens à l'économie, il y aurait encore plus d'entreprises qui risqueraient de disparaître, ce qui coûterait encore plus cher au final, parce qu'il faudrait payer des chômeurs. Aujourd'hui, heureusement qu'il y a le chômage partiel. On vit quand même dans un pays, et je l'ai écrit dans mon éditorial de cette semaine, on peut critiquer, et puis c'est bien de critiquer, parce que ça permet aussi de faire avancer les choses. Enfin, si ça génère un débat qui génère des propositions et permet de trouver des solutions, c'est très bien. Mais quand même, on a la chance quand même de vivre en France. Et quand son entreprise est fermée, on est au chômage partiel, on continue à être payé. Vous savez, il y a des pays, les États-Unis, mais pas que les États-Unis, où les gens qui ne travaillent pas, ils ne touchent rien. Et ils sont directement à la soupe populaire, et ils sont obligés d'attendre pour avoir le droit à avoir des pâtes, etc. Globalement, ici en France, on est quand même plutôt aidé. Ça coûte cher, mais ça coûte moins cher d'aider aujourd'hui que de payer demain des chômeurs. Donc, faut trouver le juste milieu, et il faut quand même se rendre compte que tout cela joue un rôle d'amortisseur, même si on râle, même si on n'est pas content, même si ça pourrait être mieux, même si on peut regretter que le gouvernement n'a pas su anticiper la situation, parce qu'on le sait depuis le mois de mai, on le redoutait depuis le mois de mai qu'il y aurait une deuxième vague. On aurait dû prévoir un certain nombre de choses, mais on le voit bien aussi, c'est pas que la France qui est touchée, c'est le monde entier. Et certes, ici ou là, en Allemagne, et nous, frontaliers, on le voit bien, la situation est un peu meilleure, mais ils ont aussi leurs soucis, et c'est une situation mondiale à laquelle il faut faire face. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Il y avait des questions tout en haut auxquelles je n'ai peut-être pas répondu? Si? Non, j'ai répondu à tout. N'hésitez pas à continuer à me poser des questions. J'y répondrai bien volontiers. On maintient ce contact. C'est un vrai plaisir de pouvoir échanger avec vous, d'essayer de trouver des solutions. Voilà. Dans cette période-là, je vois aussi plein d'initiatives à Colmar dans différents groupes de solidarité. Parce que je disais qu'il y a ceux qui bénéficient des aides et qui passent le cap, mais il y a ceux qui sont dans une situation de précarité encore plus difficile à vivre dans ces périodes-là. Je vois plein de mouvements de solidarité venant d'associations de tout secteur, de tout niveau. Et ça, c'est plutôt réconfortant dans un pays dont on dit que l'individualisme progresse, qu'on est de moins en moins ouvert, etc. On voit aussi de belles initiatives, ça fait chaud au cœur, et ça, je voulais aussi, les uns et les autres qui prenaient part à cette solidarité, vous féliciter et vous en remercier. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de vous, respectons ce confinement le plus possible pour en sortir le plus vite possible, et à très bientôt.